Un Guadeloupéen atteint de méningite à méningocoque est décédé en République dominicaine. L'homme avait contracté la maladie en Guadeloupe avant son départ. Les autorités sanitaires ont pu retrouver les gens qui étaient en contact avec lui et les vacciner. Développement début de ce journal. 5 cas cliniquement avérés de ciguatera ont été diagnostiqués en Martinique. Des intoxications alimentaires qui seraient directement liées à la consommation de vivanou surgelés. Les filets de poissons commercialisés par l'enseigne Carrefour ont été retirés de la vente. Tous les sites de l'école de la deuxième chanson demeuraient ouverts pendant les grandes vacances. Objectif de l'opération, donner un cadre d'expression à la jeunesse guadeloupéenne. Le reportage d'Isabelle Hameau est à venir. Le président de la Chambre de commerce est allé à la rencontre de l'un des derniers producteurs de café de Guadeloupe, Étienne Crane. À 82 ans, c'est avec passion et l'esprit vif qu'il perpétue la tradition caféière à Campri-Baïf. Le reportage de Linda Kayarsi dans ce journal. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Signalé en fin de semaine dernière, un Guadeloupéen atteint de méningite à méningocoque est décédé en République dominicaine. Celui-ci avait été immédiatement pris en charge selon le protocole conforme aux réglementations sanitaires internationales selon l'ARS. Il avait contracté la maladie en Guadeloupe avant son départ par avion. On écoute les explications du docteur Mathilde Milin de l'ARS, jointe par téléphone par Jacques Kenval. Il s'agit d'un cas qui nous a été signalé en fin de semaine par les autorités sanitaires de République dominicaine, d'un patient qui avait voyagé de Guadeloupe à la République dominicaine. C'est un patient guadeloupéen et je tiens à dire que je pense d'abord à la famille, à qui je renouvelle mes condoléances puisque l'issue a été fatale. Il y a une procédure qui a été immédiatement déclenchée. Dans ces cas-là, on recherche immédiatement les sujets contacts, c'est-à-dire les personnes qui ont été dans les 10 jours en contact en face à face à moins d'1 mètre pendant plus d'1 heure avec le malade. Est-ce que nous avons immédiatement commencé à faire à l'ARS de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, pendant que les autorités sanitaires de République dominicaine faisaient la même chose. Dans la mesure où on a été informé immédiatement et on a pu identifier très rapidement tous les sujets contacts et leur administrer, lorsque c'était nécessaire, un antibiotique préventif, je pense qu'on peut être rassuré. Dès ce week-end, en lien avec les services du CHU, on a organisé la délivrance de cet antibiotique préventif lorsque c'était nécessaire, et de leur côté, les autorités sanitaires de République dominicaine faisaient la même chose. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de surveillance en lien avec les médecins traitants. Nous avons informé les professionnels de santé de Guadeloupe de ce cas pour qu'ils soient vigilants. Nous avons contacté toutes les personnes qui avaient été en contact avec ce malade un par un, en leur expliquant aussi les signes qui peuvent survenir en cas de méningite. Et faut-il avoir peur de la méningite à méningocoque? Le docteur Mohamed Kertaha de l'Institut Pasteur nous apporte des précisions concernant cette maladie. On l'écoute. Mon nom est Mohamed Kertaha, je suis docteur en médecine et docteur en sciences. Je travaille à l'Institut Pasteur où je dirige l'unité de recherche de l'unité des infections bactériennes invasives et le Centre national de référence des méningocoques. Le méningocoque est une bactérie qui se trouve uniquement chez l'homme. Et la porte d'entrée et le lieu d'habitation de cette bactérie, c'est notre gorge. La transmission de cette bactérie se fait par gouttelettes de salive d'une personne à une autre, mais faut-il une distance quand même assez courte, c'est moins d'1 mètre et un contact au moins d'1 heure. Elle peut se trouver dans la gorge chez beaucoup de gens, 10% de la population générale, sans aucun symptôme. Certaines bactéries, chez certains sujets, peuvent effectivement devenir invasives et font une infection invasive. Le nombre de cas par an en France, c'est 700 cas. C'est-à-dire qu'on a à peu près 1 cas par 100 000 habitants par an. Pendant la phase de passage dans le sang, l'infection dans le sang, les symptômes sont beaucoup moins spécifiques. Ça peut ressembler à une grippe qui est mal tolérée. Donc nous souhaitons qu'on puisse faire le diagnostic au plus vite, pendant ce stade-là, avant l'arrivée de la bactérie dans cette enveloppe qui est le ménage. Et pour toute information, une cellule de veille et d'alerte et de gestion des urgences est joignable au 0 590 99 48
7h46. En Martinique, des filets de poissons de l'enseigne Carrefour ont été retirés de la vente. Importés d'Inde, ces lots de poissons contiendraient la ciguatera. Les services de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Martinique ont annoncé 7 cas avérés. Le reportage est signé Jean-Marc Dabreux. Le message est placardé sur les rayons de supermarchés martiniquais. Les clients ayant acheté du Vivano congelé en provenance d'Inde sont priés de ne pas consommer ce produit, suspecté d'être responsable d'une intoxication alimentaire, la ciguatera. Depuis 3 semaines, 7 personnes présentant les symptômes de la maladie ont été recensées en Martinique. Parmi elles, cette habitante de Fort-de-France. J'ai cuisiné ce poisson, je l'ai consommé le 6 juillet, ici, avec mon époux, au déjeuner. Et puis, quelques heures après, je me suis sentie mal. Une barre dans le ventre, l'impression d'avoir des fourmillements dans les mains. Le casque, un peu comme si j'avais un casque sur la tête enserrée dans un casque. Et puis j'ai eu une forte diarrhée. Quelque temps après, son époux a également ressenti les mêmes douleurs. J'ai appelé le médecin. J'ai appelé SOS médecin parce que je n'aurais pas pu conduire jusqu'à mon médecin traitant. Et il est venu sur place faire la consultation. Quand je lui ai bien expliqué les symptômes, notamment certains symptômes qui semblent caractéristiques, il a compris, il a cherché dans sa documentation et il a compris que c'était la ciguatera. Diagnostic fait par le médecin, un échantillon du produit incriminé est saisi pour analyse par les services de l'État chargés de la sécurité alimentaire. Ici, on se trouve au niveau de la zone de fret et on va se rendre dans un des locaux de notre service, à savoir le poste d'inspection aux frontières. Là-bas, on dispose d'un laboratoire où on pourra faire les prélèvements. Conditionné, le Vivano congelé est envoyé dans un laboratoire rénois pour mettre en évidence la présence de la toxine causée par l'ingestion de cette microalgue par les poissons. Voilà, donc le laboratoire national de référence pour la recherche de toxines ciguatériques, c'est le laboratoire de l'ANSES, qui est l'Agence nationale de santé, et qui procède à ces analyses sur des animaux vivants. Parce qu'actuellement, on est un peu démunis au niveau de la recherche. Depuis le début de l'année, 3 autres cas de ciguatera ont été diagnostiqués en Martinique, provenant cette fois-ci de consommation de poissons depuis des marchés locaux. Et c'est une information qui nous est parvenue il y a quelques minutes. 2 autres cas d'intoxication à la ciguatera ont été signalés en Guadeloupe. Nous y reviendrons bien évidemment dans notre édition de demain. Et puis aujourd'hui, c'était la journée internationale des mangroves. La maison de la mangrove située à Taounaba, aux Abîmes, entendait marquer l'événement. Isabelle Hameau était sur place. On regarde. Promouvoir l'écosystème, c'est l'idée de cette grande journée porte ouverte à Taounaba, la maison de la mangrove. C'est vrai que jusqu'à présent, la mangrove avait plutôt un aspect, quand on parle mangrove, on voit un lieu un peu sombre, avec beaucoup de moustiques, de maladies. En fait, on veut effacer cette image qu'ont les gens de la mangrove, parce que ce n'est pas du tout la réalité. Donc cet écosystème est particulièrement important. Déjà, il forme une barrière physique. Donc on dit que c'est une forêt tropicale qui a les pieds dans l'eau, qui forme une barrière entre la terre et la mer. Donc on sait que lors de grandes catastrophes comme de tsunamis ou même lorsqu'une houle est assez forte, la mangrove est là pour protéger justement la terre. Elle protège également de l'érosion, donc avec ses palétuviers caractéristiques, avec leurs racines, ils vont venir stabiliser le sol, donc ça va permettre de lutter contre cette érosion. Ça va également jouer un rôle contre les pollutions. On a remarqué que les palétuviers étaient capables de capter certains métaux lourds, hydrocarbures, donc qui venaient de la terre. Et donc ça permet, cette barrière, de limiter les polluants qui vont dans l'eau. Taounaba, ce site écotouristique séduit le public par sa riche biodiversité. C'est un site sur lequel on peut accéder facilement en promenade, en découverte, faire du sport comme le yoga, et on peut également faire une balade. Donc ce sont toutes ces particularités qui sont diverses qui font que ce site reste un site exceptionnel. Qu'est-ce qu'une mangrove et comment la protéger? Les réponses à ces questions se trouvaient aussi au travers d'animations pédagogiques et ludiques. Et comment réapprendre les règles de vie en société pour retrouver une vie sociale et professionnelle quand on sort de prison?
Dans le cadre de la 2e édition d'un projet d'éducation populaire, l'association On nous Soti, en partenariat avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation, organisait aujourd'hui une sortie pédagogique au Fort d'Elgrès à Basse-Terre avec 10 jeunes placés sous main de justice. Linda Kayarsi a assisté à cette matinée et a pu recueillir la réaction de l'initiatrice du projet, Aurélie Michel Barbassa. Donc c'est une sortie pédagogique qu'on a organisée au Fort d'Elgrès avec un groupe de 10 jeunes. C'est dans le cadre de notre projet Kiltila pour prendre fosse qu'on a. En fait, c'est des goûters débats qu'on organise. Cette année, on l'a organisé au sein de la maison d'arrêt à Basse-Terre, donc avec 10 jeunes de 18 à 25 ans. Et pour compléter un petit peu les discussions autour de la société, donc on a parlé notamment des droits, on a parlé de l'histoire de la Guadeloupe. Et pour compléter les discussions autour de l'histoire de la Guadeloupe, du coup, j'ai trouvé ça très bien de les emmener au Fort d'Elgrès, parce qu'il y en a certains qui ne connaissaient pas du tout. J'espère que ça les aide à mieux se sentir ici. Et oui, après à pas repartir avec un bagage de connaissances culturelles de la Guadeloupe. Et après, par contre, des discussions dont on parle aussi beaucoup de la confiance en soi, de l'estime de soi. J'espère que ça leur apporte beaucoup. En tout cas, on a eu des très très bons retours des 8 goûters débats qu'on a fait et ils ont vraiment beaucoup apprécié. Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement de demain, disait le poète grec Hésiode du temps de l'Antiquité. De tout temps, on a entendu les adultes critiquer les agissements de la jeunesse. À l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse qui était célébrée aujourd'hui, nous avons tendu le micro pour parler justement de cette jeunesse guadeloupéenne. Un billet d'opinion signé Karen Diama. Notre jeunesse guadeloupéenne, il y a beaucoup de choses à revoir parce que, si vous voulez, il y a déjà ce qu'on appelle au départ le respect. Ça n'existe plus de nos jours. Les gens ne savent plus respecter les gens. Notre jeunesse est un petit peu en perdition, si je puis dire, parce que heureusement quand même les associations qui travaillent dans l'insertion arrivent à en tirer quelques-uns de la rue, mais c'est un petit peu vraiment en perdition, notre jeunesse. La jeunesse, c'est la jeunesse. Il faut dire que certains sortent du lot, mais par la jeunesse, il y a trop de violence. Il y a trop de viols, il y a trop de des choses mortelles, quoi. Les raquettes. La jeunesse, c'est un peu difficile pour eux. Mais il faut eux aussi qu'ils s'accrochent, que c'est un mieux boulot. Parce que je me rappelle, à notre époque, on ne regardait pas selon les études qu'on avait fait. On faisait pas. Mais la jeunesse de maintenant regarde un peu trop de ce qu'ils ont étudié et ce qu'ils ont à faire. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de travail, mais en même temps, il y en a ceux qui l'extérieur qui viennent prendre le boulot. Et il y en a ceux qui ont le niveau de faire ce travail-là, ils ne le font pas. Je pense que la jeunesse se souviendra de cette journée. Et c'est parce que la jeunesse de mon temps, c'est plus la même chose. C'est pas la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a une grande différence. Qu'est-ce qui a changé? Tout a changé. Déjà la confiance, la gentillesse, l'éducation, tout. Pour notre jeunesse guadeloupéenne, je voulais dire de leur donner la force et la bonne continuité dans tout. Dans leur travail, dans la formation et tout. Merci beaucoup. Et les bonnes conduites aussi au niveau de la Guadeloupe. De nos jours, la jeunesse, ils sont un peu très sauvages, ils font beaucoup de trucs. Et c'est pas leur faute en fait. C'est que aussi ils cherchent du travail. Des fois, ils tombent sur les patrons et ils ne veulent pas payer. Ils n'ont qu'une autre solution, c'est la drogue, la rue. Et voilà, ça dégénère. S'il y avait plus de travail et plus de moyens pour les jeunes, plus s'en sortir, je pense que notre petite Guadeloupe, là, ça sera bien. Et restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous irons chez les scouts en vadrouille à la ville du Moule. Et puis des pas de hip-hop enseignés aux tout petits au conservatoire des Trois-Fleuves en Guyane. C'est dans quelques minutes. Pendant ces grandes vacances, tous les sites de l'école de la 2e sont demeurés accessibles. Une porte ouverte pour donner un cadre d'expression aux jeunes Guadeloupéens. Reportage Isabelle Amou.
Pas de grasse matinée pour ces jeunes de l'ER2C. Ils ont entre 18 et 30 ans et souhaitent s'insérer dans le milieu professionnel. Pour cela, aucun répit. L'apprentissage ici continue, même en période de vacances. La nouvelle orientation qui est donnée à l'école, c'est de faire en sorte que la formation soit au service de l'emploi. Puisque l'école de deuxième chance, pour je dirais peut-être pas bien son nom, mais c'est un centre de formation où on accueille les jeunes par les métiers. Donc on a la capacité soit d'accompagner un jeune au travers d'un projet professionnel qui vient verbaliser, et donc nous mettons place ce dispositif pour l'accompagner jusqu'à sa réussite, soit nous leur permettons donc de rentrer sur des projets portés soit par des collectivités, soit par des chefs d'entreprise, de manière à ce qu'ils puissent apprendre un métier, s'approprier les termes techniques, les gestes techniques, de manière à ce qu'à la fin du processus, ils puissent sortir de l'école. Nous avons donc été à la rencontre de ces jeunes en quête de réinsertion. Depuis un mois, cette petite équipe de stagiaires fait ses premières armes dans cette boutique solidaire à Pointe-à-Pitre. Chacun apprend et évolue dans son domaine. Mon métier, en fait, c'est d'être agent de tri. Je consiste à prendre ce que mon collègue a amené, qui veut agent de collecte, qui ramène pour moi au magasin, qui fait qu'il fait sa tournée en général. Puis moi, quand j'ai ma collègue, je fais le tri, qui veut je regarde si ça peut être passé en blanchissement, en couture, en cordonnerie. Après avoir vraiment regardé est-ce qu'on peut le rénover et tout, c'est à ce moment-là ça comme si on regarde est-ce que vraiment ça vaut la peine d'être mis en rayon. J'espère qu'il faut d'avoir le permis pour au moins passer d'agent de tri à agent de collecte et ensuite on va dire sous la période de mes 4 mois renouvelables jusqu'à 2 ans. Ces jeunes sont ici pour 2 ans et depuis leur arrivée, la boutique solidaire prend un nouvel essor. Ils occupent des postes variés, donc on a des agents de collecte, agents de sécurité, agents de tri, de blanchisserie, de couture, de cordonnerie. Donc c'est vrai que maintenant on peut vraiment traiter le textile comme des professionnels grâce à eux. C'est ce qui nous manquait, exactement. Il nous manquait de la main-d'œuvre et eux finalement ils apprennent sur leur poste de travail et ils apprendront aussi via un parcours de formation adapté. C'est vrai que l'école de la deuxième chance nous a proposé un vivier de jeunes très motivés, très dynamiques. On sent qu'ils aiment le travail bien fait, qu'ils sont enthousiastes à retrouver une situation sociale stable et nous allons renouveler notre partenariat bien sûr avec l'école de la deuxième chance. Le R2C compte environ 500 jeunes dans ces structures, dont la moitié en stage d'insertion. Chaque année, plusieurs d'entre eux sont réinsérés professionnellement. En 2016, sur 663 jeunes, l'école a eu un taux de réussite de 63%. Une autre école de la vie qui a fait ses preuves, le scoutisme. Après avoir posé hier son campement à Marie-Galante, l'association des scouts de Guadeloupe était accueillie ce matin à la ville du Moule. Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter ont chaussé leurs baskets pour suivre ces aventuriers. Cette année, c'est le 80e anniversaire des scouts et guides de Guadeloupe. À cette occasion, les louveteaux et les Jeannettes se sont réunis au Moule pour s'adonner à diverses activités. J'aime bien faire des activités parce qu'après je préfère encore rester faire des activités. Plutôt on fait des tentes et tout ça plutôt que rester à la maison ou faire des activités, aller à l'hôtel aussi, mais je préfère encore le scout. J'ai appris comment faire une tente parce que je ne savais pas faire et je fais des activités et elles sont super bien. On est allé dans un magasin avec des métiers du coco. Il y avait des gâteaux qui s'appelaient caca-bœuf, d'autres qui s'appelaient des biscuits de manioc. On a goûté, en fait, c'était très délicieux. L'épopée sur l'île fantastique, pièce de théâtre organisée autour des 5 éléments qu'ils ont découverts lors de différentes excursions. Alors, en sketch, il y en a qui préparent sur le vent. En fait, c'est une tempête qui passe. Et ce sont 2 campeurs qui disent qu'est-ce qui se passe parce qu'ils n'ont pas compris. Et après, 2 journalistes viennent et ils leur demandent qu'est-ce qui se passe. Moi, je dois m'occuper de confectionner les costumes et les décors pour le spectacle. Et le reportage. Et aussi, je dois faire un reportage pendant le camp pour savoir ce qu'on a fait pendant le camp pour le montrer aux parents. Pour cela, il a fallu une bonne préparation de l'équipe d'encadrement en amont pour faire les acteurs voyager dans leur imaginaire. Et le 14 juillet, le camp a commencé. Et là, nous avons commencé par
lire aux enfants, faire rentrer les enfants de leur imaginaire, afin qu'ils s'imprègnent du thème, l'épopée sur l'île fantastique. Et là, nous travaillons par atelier. Pour clore ces 2 semaines, le spectacle sera présenté aux parents ce vendredi. Il est un exemple de combativité pour la jeunesse guadeloupéenne, mais aussi pour les moins jeunes. À 82 ans, Étienne Crane continue de cultiver son café dans la pure tradition du café Bonifieur de Guadeloupe. Il a d'ailleurs créé sa propre marque, un produit haut de gamme que souhaite désormais booster la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. La rencontre a eu lieu ce matin sur les hauteurs de Campry à Baïf, reportage Linda Kayarsi. Mieux connaître les entreprises pour mieux les accompagner. Ce matin, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie des îles de Guadeloupe se veut un homme de terrain. Permettez-moi de vous féliciter pour cette initiative. Merci à vous. Parce que les hommes qui sont responsables ne descendent pas sur le terrain et ils ne peuvent pas défendre celui qui a besoin d'eux. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Voilà, merci. Et pour illustrer ses propos, visite du domaine de Campry, 56 000 m² de plantation caféière. Cette longévité, c'est une volonté. La volonté de vouloir avancer et de perfectionner et de laisser un modèle. Le modèle, il est là. Vous ne trouverez pas 2 exploitations comme celui-là. Et la relève, je suis en train de la préparer en ce moment. Pourtant, pérenniser une telle affaire familiale, ce n'est pas sans difficulté. Tout simplement parce qu'on a une main-d'œuvre qui coûte trop cher. Je dirais par exemple pour le café. Il faut 4 hommes pour récolter 100 kg de café cerise. 100 kg de café cerise vous donne 20 kg de café pâche. 20 kg de café pâche vous donne 11 kg de café noir traité. Une journée dans la Caraïbe coûte entre 1 et 5 euros. Et 1 heure de travail en Guadeloupe, c'est 15,50 €. Faites vous-même la comparaison. Est-ce qu'on pourra continuer cette production si on n'est pas dans une niche? D'où l'intérêt pour la nouvelle présidence de la CCIIG de mettre en place des stratégies de développement économique. Une entreprise, un pays, une île se porte bien quand elle l'exporte. C'est vers cela qu'il faut y aller. Et moi, je pense que pour ce café, nous devons aider ce monsieur, nous devons l'accompagner pour pouvoir exporter son café. Que le café de la Guadeloupe, de ce monsieur Crane, qu'on le retrouve à Sainte-Lucie, qu'on le retrouve à Barbade ou à la Jamaïque. Pourquoi pas? Eh bien, c'est ce que je vais m'y atteler pour pouvoir l'aider, être à ses côtés. Et s'il y a des dossiers à faire, si c'est administratif, si c'est douanier, nous allons trouver la solution, mais il faut qu'il exporte son café. Avant de se rendre au domaine de Campry, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie des îles de Guadeloupe s'est rendu à la distillerie Bologne pour là aussi mieux cerner les besoins des entreprises du Sud Basse-Terre. Ambiance plus festive maintenant, reconnu comme l'un des meilleurs DJ de sa génération dans le milieu afro-caribéen, DJ Wilson revient pour ses grandes vacances avec son quiz musical qui aura lieu ce vendredi 28 à la discothèque L'Instant aux Abîmes. DJ Wilson, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir. Cet événement aura lieu ce vendredi à la discothèque très connue de L'Instant aux Abîmes. Voilà. Question pour un zouker, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'événement. En quoi consiste cette opération? Alors, c'est une opération qui a débuté depuis, ça fait 3 ans. J'ai commencé sur le net et après j'ai voulu laisser vraiment en public. J'ai commencé en Guadeloupe, c'était au Lamentin. Et là, on est sur la troisième année d'édition, on va dire, 3e année. Et on va dire, le QPZ, question pour le zouker, c'est plus poser aux gens des questions au niveau du zouk. Voilà, et au niveau de leur connaissance musicale, au niveau du zouk aussi. Avant de parler vraiment de vos motivations, pourquoi avoir mis en place ce jeu à vos côtés, ce soir-là, il y aura beaucoup d'animations, voilà. Il y aura des DJ, un autre DJ, voilà. Aussi la chanteuse qui est très talentueuse et appréciée. Dasha qui sera là aussi. Voilà, il y aura aussi DJ Vince, il y aura des humoristes, il y aura aussi des artistes surprises. Il y a un billet d'avion à gagner pour Saint-Martin. Des artistes surprises. Nous sommes curieux à TV Guadeloupe. Je ne peux pas dire les noms. C'est surprise, c'est surprise. C'est-à-dire que lors des questions, quand les gens vont venir répondre, peut-être qu'il y aura un artiste ou pas. C'est ça la surprise. Mais avant tout, c'est un grand karaoké, on va dire. De 19h, ça commence à 19h jusqu'à minuit, jusqu'à 5h du matin. Mais de 19h à minuit, c'est tout le spectacle, on va dire. C'est tout un spectacle avec karaoké de 19h à 21h30. Après, il y a les humoristes, un spectacle, humoristes, groupe de danse. Et après, on part sur le QPZ, question pour un zouker, où il y aura une dizaine de questions, où les gens devraient répondre, venir sur scène, répondre et chanter la chanson.
D'accord, il faut avoir un bon répertoire, connaître son répertoire. Voilà, en tout cas, ou on peut se faire aider par, si on vient en ami, parce qu'avec des amis, c'est-à-dire qu'il faut venir seul, il faut venir avec famille, amis, voilà, où on peut répondre, jouer ensemble, mais une personne vient répondre. C'est un moment convivial, en tout cas, qui nous attend ce vendredi 28. Après avoir travaillé avec de grands noms de la musique, de nombreux artistes du R&B, par exemple, Lord City, qui est un peu plus connu, en tout cas aux Antilles, qu'est-ce qui vous a donné l'envie, à vous, DJ Wilson, de créer un jeu, une manifestation autour du zouk et des souvenirs du zouk, des tubes? Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime créer et beaucoup de concepts. Je suis un homme à concept, on va dire. On m'appelle Monsieur Concept, plusieurs casquettes aussi. Je suis DJ producteur et créateur de concept. Mais ce que j'ai remarqué depuis quelques temps, le zouk a perdu sa valeur. C'est-à-dire que nous, entiers, on a délaissé notre zouk pour aller vers d'autres musiques. Alors je dis, mais c'est un peu bizarre, là. Il faut que je crée quelque chose pour les faire revenir. Alors je dis, je vais tester leur connaissance, pour savoir déjà s'ils connaissent leur zouk, pourquoi ils délaissent le zouk, et c'est parti à partir de là. Et c'est bien l'occasion, justement, l'opportunité de faire revivre tous ces souvenirs du zouk. Ouais. Quel est, par exemple, le morceau de zouk qui vous a le plus marqué? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je dirais un exemple, Patrick Saint-Éloi, voilà, Cherché, on va dire ça. Patrick Saint-Éloi Cherché, il y a Patrick Rémil, L'Amourède, Harry Diboula, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. On sait que vous avez sorti un album souvent sur l'anthologie du zouk. Qu'est-ce que cette musique a apporté de plus que les autres? Parce qu'on va dire, anthologie, on va dire que le zouk des années 80, pour nous aujourd'hui, en tant que DJ producteur, pour nous c'est, comme on dit, entre guillemets, c'est le vrai zouk, on va dire. Je dénigre pas le zouk de maintenant. Rythmiquement, plus intéressant. Voilà, il y a un groove, voilà, un groove où ça bougeait vraiment, où les gens, voilà, il y avait un truc, une âme. Là maintenant, c'est plus pareil. C'est pour ça que moi je reviens à nos vraies valeurs. Parce qu'il faut se dire aussi, à un moment, je faisais de la dancehall, mais j'ai dit non, je retourne vers mes valeurs, vraiment le zouk, le gros cal et tout comme ça, quoi. Donc on attend beaucoup de personnes justement ce vendredi 28 à la discothèque L'Instant. Aux abîmes, DJ Wilson, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir et de nous présenter votre événement. Merci. Nous restons toujours dans le milieu de la musique. De 4 à 6 ans, ils apprennent, des enfants, à prendre conscience de leur corps et de s'approprier l'espace d'une scène pour la 4e édition de l'Urban Step Festival. Le Conservatoire de l'Ancre en Guyane a accueilli le Baby Step. On regarde le reportage de Lynn Létard-Metton et Jonathan Lariot. Merci. On colle sur le carton. On est OK? Colle, pinceaux et morceaux de polystyrène étaient nécessaires à ces bambins pour réaliser une table de DJ de fortune. Si aucun d'entre eux n'a encore les qualités d'un DJ, certains semblent bien renseignés sur son mode d'utilisation. C'est une grande table où on a de la musique et des disques. On fait ça et pour faire de la musique. On va se déplacer dans toute la salle et quand on va rencontrer quelqu'un... Les apprentis steppers enchaînent ensuite avec un atelier de danse animé par Johan Faubert. Au programme, gestuelle, maîtrise de l'espace et connaissance de son corps. On a fait une choré en ralentissant et après, quand on devait rencontrer quelqu'un, on devait slider et après il fallait tourner. Pour la 4e année consécutive, les stages Baby Step misent sur l'art manuel et sur la danse pour stimuler la fibre artistique des petits Guyanais. C'est qu'il y a quand même quelques complexités, on va dire, dans l'exécution, mais c'est plus facile de les prendre à cet âge-là, parce que c'est là où est-ce qu'ils grandissent et qu'ils emmagasinent beaucoup d'informations. Et je pense qu'il faut les prendre tôt pour pouvoir mieux les former. Tous les participants du Baby Step ont toute la semaine pour acquérir le maximum de techniques. Ils pourront les mettre à profit lors du concours de danse du samedi 29 juillet prochain.
Et depuis de nombreuses années, la ville du Moule est en attente d'un développement touristique, mais celui-ci ne vient pas. Les tentatives d'implantation de grands ensembles hôteliers n'ont jamais été couronnées de succès. Les choses changeront peut-être avec le projet de thalassothérapie porté par Serge Blanco et la Seine-Saint-Marc. En attendant, ATV Guadeloupe a posé la question aux Mouliens. Le Moule dispose-t-il de bons atouts pour un développement touristique? On écoute leurs réponses recueillies aujourd'hui par Patrick Curie et Moïse Dexter. En tout cas, c'est une belle ville, donc c'est propre en général, il n'y a pas de souci, mais peut-être qu'il y aurait quelques efforts à faire. Parce que pour cette année, question tourisme, il n'y a pas énormément de touristes. Oui, bien sûr. Donc au Moule, il y a beaucoup de commerces, des commerces de vêtements, des commerces d'alimentation. Et surtout, tous les commerces sont ouverts le dimanche. Je pense que j'aime bien la commune du Moule. C'est une belle commune, je prends plaisir à y venir. Il y a un joli boulevard, il y a tous les atouts, ça je confirme. Parce que j'ai séjourné aussi à Pacamoul, il y a tous les atouts. Mais longtemps, nous avons développé le tourisme au Moule. Il ne faut pas oublier que le Moule, c'est la mer, mais c'est le sucre, parce que nous n'y gaudel. C'est le rhum aussi à consommer avec modération. C'est le melon, c'est la baguette charbon. Et bien, c'est un paquet d'autres bitins encore, c'est le gros carreau, bel oison. Et bien, nous avons une belle plage, nous avons un paquet de bitins qu'on fait aussi dans l'agriculture. Et bien, c'est ville au Moule. C'est une ville vraiment très touristique. Donc oui, elle a tous les atouts. Je crois que c'est déjà suffisamment développé. C'est une commune assez, assez active. Hein. Ça bouge beaucoup, donc oui. Moi, je pense qu'elle a déjà tout ce qu'il faut pour attirer le plus grand nombre de touristes. Il n'y a pas de point à tout pour développer les touristes, parce qu'avant de développer les touristes, il faut que nous travaillions, les jeunes, nettoyer les communes en nous pour les touristes. Le Moule, en quelques années, s'est très vite développé, notamment avec le boulevard qui a été construit, toute l'activité commerciale qui a été entreprise. Donc oui, le Moule a vraiment toutes les qualités pour pouvoir se développer au niveau touristique. Enfin, on a les belles plages. Voilà, les beaux restaurants, l'ambiance. Non, le Moule est une très belle ville pour le développement touristique de la Guadeloupe. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Le préfet organise demain un exercice d'activation du plan particulier d'intervention dans la zone industrielle de Jarry. Un scénario catastrophe a été imaginé en cas d'explosion d'un bac de stockage de fioul sur le site EDF. Le boulevard de la Pointe Jarry sera totalement réservé au secours de 9h à 11h, ainsi que les voies entre Chauvel aux Abîmes et la première entrée de Jarry, afin de répondre efficacement à une vraie alerte. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au parking de l'Hypercasino de Desmarais à Basse-Terre de 8h30 à 13h. Et puis vous avez cette manifestation Créaté en Larilla et le Café Relais qui organise Jean en Larilla ce samedi 29 juillet au village artisanal de Rivière-des-Pères à Basse-Terre, avec des ateliers de couture prévus ainsi qu'un défilé de mode. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi 26 juillet. À la une ce soir, nous l'avons vu, un Guadeloupéen atteint de méningite à méningocoque est décédé en République dominicaine. L'homme avait contracté la maladie en Guadeloupe avant son départ. Les autorités sanitaires ont pu retrouver les gens qui étaient en contact avec lui et les vacciner. Et 7 cas cliniquement avérés de ciguatera ont été diagnostiqués en Martinique. Des intoxications alimentaires qui seraient directement liées à la consommation de Vivano surgelé, des filets de poisson commercialisés par l'enseigne Carrefour. 2 cas, d'ailleurs, ont été signalés en Guadeloupe. Et tous les sites de l'école de la deuxième chance sont demeurés ouverts pendant les grandes vacances. L'objectif de l'opération était de donner un cadre d'expression à la jeunesse guadeloupéenne, à Paris en tout cas réussi. Et le président de la Chambre de commerce est allé à la rencontre de l'un des derniers producteurs de café de Guadeloupe, Étienne Crane, à 82 ans. C'est avec passion et l'esprit toujours aussi vif qu'il perpétue la tradition caféière à Campry-Baïf. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h50.